Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai. I avui en el nostre espai de Clínica Omega doncs, ens acompanya la doctora Florence Dufournet. Bonjour. Bonjour. Avui amb ella parlarem d'una qüestió que realment preocupa molts pares. El tema de la manca d'atenció, del dèficit d'atenció i de la hyperactivitat. Je disais que c'est une question qui inquiète beaucoup les parents, mais ça concerne aussi les adultes, la manque d'attention ou l'hyperactivité. Tout à fait. Alors en fait, ça va concerner les adultes, mais en l'état actuel des connaissances, c'est pas une maladie qui va se développer à l'âge adulte. En fait, c'est une maladie neurodéveloppementale et qui donc, si on la découvre à l'âge adulte, c'est qu'on est passé à côté du diagnostic dans l'enfance. Phénomène de mode ou réelle épidémie, parce que voilà, ça pose beaucoup de questions, on en diagnostique de plus en plus. Et peut-être, avant de parler même de la fréquence de ce trouble, peut-être parler un petit peu plus de ce qu'il est. Parce que souvent, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même deux tableaux complètement différents pour le même trouble. On parle de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est deux tableaux complètement différents. Le déficit attentionnel, on va plutôt voir un enfant qui est rêveur, qui n'est pas là, qui perd le fil des choses, qui est souvent distractible, qui va mettre du temps à faire les choses et qui, la plupart du temps, ne va même pas oser prendre la parole et ce sera plutôt un enfant introverti, timide. Et puis, à l'extrême opposé, on a l'hyperactivité. Et là, l'enfant, c'est... je viens de Marseille, j'ai été formée à Marseille, il y a une expression pour dire c'est un boucan. Voilà, ça veut dire que l'enfant, il est tellement hyperactif, il est agité, impulsif, il va avoir tendance à couper la parole, à pas arriver à attendre son tour. Et en fait, on ne va voir que lui, il va être perturbateur et c'est ça qui va poser problème à l'école principalement. C'est pas l'enfant qui justement est timide et renfermé. Donc, pourquoi il y a deux tableaux si différents derrière une même maladie ? Eh bien, en fait, c'est parce que ça touche exactement la même zone du cerveau qui est le cortex préfrontal. D'accord. Et cette zone du cerveau, en fait, va être touchée par le fait que normalement, il y a une inhibition. Une inhibition et de l'activité motrice, mais aussi, ça nous permet aussi, au niveau attentionnel, d'organiser nos pensées. Il y a une inhibition des stimuli extérieurs, ce qui fait que, par exemple, en ce moment, je vois la caméra qui clignote, je vous vois des fois écouter un petit peu ce qui se passe, il y a plein de stimuli qui arrivent, mais le cortex préfrontal, son rôle, ça va être de filtrer, en fait, de bloquer pour que je puisse quand même faire autre chose, vous parler en même temps et organiser ma pensée et mes idées. Là, en fait, c'est ça qui dysfonctionne. Du coup, on a le cortex préfrontal qui dysfonctionne à la fois sur le côté moteur, mais aussi sur le côté, on va dire, cognitif, attentionnel. Et en fait, c'est pour ça qu'on a deux tableaux si différents. Le TDA, c'est le premier ? Ou le TDA, c'est une façon de parler aussi de... Ça englobe trois formes, en fait. D'accord. Le déficit de l'attention, l'hyperactivité ou les deux. Ou les deux. Voilà. D'accord, on a les trois. Voilà. La plupart du temps, l'hyperactivité, quand on a un enfant hyperactif, il a forcément un déficit attentionnel associé. Mais des fois, il y a vraiment le profil de l'enfant où il est timide, il est renfermé, il parle pas, il prend pas la parole, mais en fait, il a ce problème et qui va faire en fait que ces enfants, ils ont 3 à 4 ans de retard de développement du cerveau sur les autres. C'est marrant, dans le TDAH, il y a quand même deux camps. Il y a des gens qui sont vraiment anti-TDAH, qui nient presque l'existence du TDAH parce que ça dérange. Il y a des gens qui vont vous dire c'est un manque d'éducation aujourd'hui. En fait, il y a plus de maladies, mais parce que voilà, les parents sont pas assez stricts, ou alors parce que c'est normal, un enfant, il faut qu'il bouge, il faut qu'il court, il faut qu'il rigole, et puis il a le droit de pas aimer travailler. Il a le droit de préférer jouer que travailler. Bien souvent, les personnes qui parlent comme ça, c'est des personnes qui sont pas concernées par la maladie. Des fois, c'est plus facile de voir la maladie pour la croire. Donc c'est sûr que si je vous montre par exemple une radiographie d'un os cassé,
et que je vous dis, bah voilà, il y a le diagnostic de fracture, bah voilà, vous allez me croire. Ah oui. Si je vous montre pour un cancer le scanner avec la masse tumorale et puis l'analyse, Bien sûr. voilà, je vous dis, bah voilà, c'est un cancer, vous allez me croire. Et là, est-ce qu'on a la même chose dans le TDAH? Eh bien, en fait, oui. C'est la seule maladie psychiatrique où on a la preuve. C'est-à-dire que quand on fait de l'imagerie fonctionnelle, on voit que le développement du cerveau, il a 3, 4, parfois plusieurs années de retard par rapport aux autres enfants. Et d'ailleurs, ce qui fait dire à certains que ce n'est pas une maladie psychiatrique mais neurologique, puisqu'en psychiatrie, la plupart du temps, c'est un diagnostic subjectif, un faisceau d'arguments et on n'a pas la preuve. Si vous avez une maladie bipolaire, je ne peux pas vous faire une prise de sang ou une imagerie pour montrer qu'en effet, vous avez une maladie bipolaire et tel sous-type de maladie. On peut rattraper ces 3 ou 4 années de retard? Dans 50% des cas, on va le rattraper, donc en fait, les enfants vont guérir. C'est pas qu'ils vont s'adapter à leur handicap, mais dans 50% des cas, c'est des gens qui vont devoir adapter leur vie et qui vont avoir un réel handicap dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que moi, des fois, j'en vois à ma consultation au niveau adulte. Et donc, en termes de fréquence, si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est assez fréquent. L'OMS donne comme chiffre de 5 à 10% chez les enfants de la tranche de 6 à 12 ans. Donc c'est quand même énorme. Et si en plus il y a 50% qui persistent à l'âge adulte, on a quand même 4-5% d'adultes qui sont touchés par ce handicap. D'accord. Dans mon travail, j'ai eu des contacts avec des personnes avec TDAH. Et une de ces personnes m'a dit qu'elle a été diagnostiquée adulte pour son fils, c'est-à-dire quand elle est chez le psychiatre ou bien les spécialistes avec son petit. Et ils ont découvert qu'elle avait le même trouble. Alors, oui. On peut dire que c'est génétique. Alors, en fait, on n'a pas découvert de gène qui est responsable, mais on sait qu'il y a une énorme part génétique. Il y a des familles à TDAH. Moi-même, je peux le voir soit déjà chez les parents quand ils m'amènent l'enfant, mais même les parents, en fait, la plupart, ils viennent parce qu'ils disent « c'est moi ça ». Et je sais que j'ai un TDAH. Il y en a qui ont parfois été diagnostiqués très tardivement et qui reconnaissent tous les symptômes chez leurs enfants. Donc oui, il y a c'est polygénique, il y a une part familiale, mais il y a aussi des facteurs de risque qui ont été identifiés, notamment la vie moderne. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la grossesse, au niveau de l'alimentation, c'est tout ce qui va être le mercure et les pesticides des fruits et légumes ou le plomb. Tout ça, même à des doses infimes, ça va jouer sur le développement du fœtus. Et à tel point qu'en fait, on est en train de revoir nos normes qui ne sont pas assez strictes, en fait, parce que du coup, une faible exposition peut engendrer ce genre de troubles. On a identifié d'autres facteurs de risque, comme tout ce qui va être les troubles du métabolisme, donc même chez la femme enceinte, ça on l'a même vu pour les troubles anxieux dont je parlais il y a 2 semaines. En fait, une femme enceinte qui va sécréter trop de cortisol, elle va induire un trouble du métabolisme chez son fœtus qui sera beaucoup plus sensible sur l'insuline et le glucose. Le sucre n'aura pas le même effet chez lui et il sera plus sensible et il peut avoir plus de résistance à l'insuline, etc. Donc en fait, la part de génétique, elle est un peu floue parce que par exemple, les familles d'anxieux, en fait, on se dit, voilà, c'est génétique. Oui, mais une femme enceinte qui va sécréter en permanence du cortisol, les études montrent qu'en fait, c'est cette sécrétion de cortisol qui va être toxique pour le fœtus. Et puis, il y a aussi, une fois que le bébé il est né, il va y avoir toujours l'alimentation, l'allaitement artificiel, aussi le sucre, et toujours le sucre, c'est-à-dire que même si in utero, il n'y en a pas eu, on mange trop de sucre, il y a trop d'additifs alimentaires. Il va y avoir aussi tout ce qui va être sur l'hygiène de vie, le sommeil. On a perdu, en moins d'un siècle, on a perdu quasiment 2 heures de sommeil. Et ça c'est assez dramatique pour nos enfants. Et puis il y a certaines familles qui sont déstructurées, qui n'arrivent pas à mettre des routines de sommeil, et les enfants n'arrivent même pas à dormir 11 heures par nuit. Et ça, pour le développement du cerveau, c'est extrêmement important. Il y a aussi les écrans, mais là, c'est un petit peu paradoxal. Les écrans, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est cause ou conséquence, parce que la pathologie de l'hyperactivité, le problème, c'est qu'il va y avoir un défaut de dopamine. Donc, le traitement, le méthylphénidate, que peut-être vous avez entendu parler, qu'on met dans ce genre de pathologie et qui marche extrêmement bien. Ça change aussi le pronostic pour ces enfants qui, la plupart, quand ils sont tellement hyperactifs, ils sont condamnés au niveau scolaire, professionnel. C'est ce qu'on appelle un psychostimulant qui va rétablir un petit peu la dopamine, parce que paradoxalement, en fait, il manque de dopamine. Ils sont hyperactifs, mais des fois, le fait de bouger, c'est pour justement déclencher le système qui bloque normalement l'inhibition et qui est dysfonctionnel chez ces enfants. En fait, ils n'arrivent pas à bloquer leur inhibition, que ce soit motrice ou intellectuelle des stimuli, ils en ont trop. Et donc, le médicament, lui, va rétablir cette voie. Et les écrans, en fait, ont un peu
le même effet parce que les écrans, on voit comment on est addict aux écrans D'accord. et c'est lié à la libération de dopamine. Mais donc du coup, chez les enfants atteints de ce trouble, c'est un petit peu paradoxal parce que ça les soigne et les parents le disent même eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus attentifs et calmes devant les écrans, mais parce que ça va stimuler la zone dysfonctionnelle du cerveau en fait. D'accord. Donc voilà, le facteur de risque sur les écrans, c'est un petit peu difficile à trancher encore à l'actuel. D'accord. Mais donc il y a des choses à faire en amont et puis bien sûr en aval, c'est important de le diagnostiquer le plus tôt possible pour éviter les échecs scolaires. ça. Là, moi j'avais un patient américain, il a été diagnostiqué très tôt mais pas traité et il a pu accéder au traitement qu'à l'âge de 23 ans et il dit quand j'ai eu ce traitement, comme si le voile se levait, j'ai pu faire des études, j'ai réussi ma vie et avant j'étais en échec scolaire, on me frappait, bon c'était en plus une autre époque, c'était il y a plus de 20 ans, mais voilà, les enfants peuvent être condamnés, donc le traitement est très important. Il y a des personnes qui pensent, oui mais voilà, on met le traitement pour calmer les classes et puis comme ça on n'a plus de problème. Il faut savoir que ce traitement, comme c'est un psychostimulant, c'est comme de la caféine, donc aller donner du café à un enfant s'il n'a pas le trouble attentionnel avec hyperactivité, mais vous le savez tout de suite, ça va stimuler son système du stress, vous allez lui coller des crises d'angoisse aiguës, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne quand l'enfant a ce trouble. D'accord. Donc, de toute façon, c'est un très bon test diagnostique, puisque c'est une molécule qui ne rend pas, il n'y a pas du tout de dépendance d'addiction. Il y a des personnes qui pensent que le méthylphénidate, il l'apparente aux amphétamines, mais ce n'est pas du tout une amphétamine. Et d'ailleurs, elle est très bien tolérée. Parce qu'on entend très souvent, on donne des amphétamines, c'est ça. on drogue les enfants. C'est les mêmes personnes qui disent que ça n'existe pas, c'est un phénomène sociétal et qu'on maintenant, parce qu'on s'y intéresse, on le diagnostique chez tout le monde. Mais non, c'est-à-dire que si la personne n'a pas ce problème de développement du cortex préfrontal, ça va avoir l'effet amphétamine-like, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se dopent un petit peu avec ça, mais là, c'est pas une amphétamine, le méthylphénidate. Donc c'est un dérivé du poivre. Et donc en fait, chez l'enfant malade, ça va vraiment l'apaiser et au contraire structurer sa pensée parce que ça va agir sur le système qui est déficitaire, qui normalement est un frein serré qui bloque tous les stimuli, que ce soit moteur ou intellectuel. Et il y a plus de personnes malades ou avec ce trouble maintenant qu'avant. Et si c'est oui, pourquoi? Et si on le sait. Oui, probablement oui quand même. Moi, c'est mon sentiment en tant que clinicienne. J'en vois plus, de plus en plus. Et probablement oui, il y a beaucoup de facteurs liés au mode de vie et notamment des polluants. Là, ils vont jouer à des doses infimes chez la femme enceinte. Donc c'est la femme enceinte qui doit protéger le fœtus en fait. Et au niveau du sucre, on voit bien que de toute façon la vie moderne a complètement changé. On n'a jamais mangé autant de quantité de sucre et de produits ultra transformés. Et si des parents se soupçonnent que son fils a peut-être ce problème, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et venir me consulter. D'accord. C'est important de consulter, c'est important d'en parler et de ne pas rester isolé au niveau familial. Ça peut détruire les familles. Les parents eux-mêmes disent quand on instaure le traitement, ils découvrent pour la première fois leur enfant. Enfin, ils peuvent parler avec lui, ils peuvent échanger. Avant, c'était comme si l'enfant était sur ressort. Enfin voilà, c'est des situations familiales qui peuvent être très compliquées. Et donc, il faut en parler et il ne faut pas hésiter à venir consulter. Je sais qu'en Andorre, j'ai une amie française qui a le souci pour sa fille et qui, quand elle est venue, il y a une association, c'est déjà bien pour le TDAH. Mais elle était un petit peu décontenancée de voir qu'on n'en parlait pas assez. La méthode Barclay, personne n'en entend parler, personne ne sait ce que c'est et du coup, elle se sent un petit peu démunie et elle a envie d'ailleurs de faire bouger les choses. Je pense que c'est bien. Le premier pas, ça commence par le diagnostic et puis le médicament, évidemment, il n'est pas obligatoire, mais bien souvent, ça peut être aussi un test diagnostic, tout simplement. Si ça ne marche pas, on l'arrête. Et ça, on le sait en une semaine. D'accord. Et on doit toujours penser que c'est important d'aider le plus tôt possible la personne. Si c'est enfant, c'est beaucoup mieux. Parce que, comme vous avez dit, c'est ce patient qui a été médiqué ou traité à partir de 23 ans, il a commencé à vraiment étudier, à avoir une formation trop âgé. Il s'en est en sorti, j'espère, sûrement. Oui, brillamment d'ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, c'est des gens qui sont en échec scolaire, mais très très tôt. Et puis même après, qui sont handicapés. Et émotionnellement, ça peut vraiment, vraiment détruire quelqu'un. C'est ça. Avec mon patient en question, oui, il a eu des symptômes dépressifs. Ça crée d'autres troubles derrière et ça gâche des vies. Ça... D'accord.
On est arrivé à la fin. Docteur Dufournet, avant que vous partez, je vais rappeler l'adresse de votre web pour que les personnes qui sont inquiètes ou bien qui veulent s'informer un petit peu plus puissent faire des consultations. Alors c'est www.docteurs, en français, docteurs, Dufournet, d'accord? .com, d'accord? Torno a repetir, www.docteur en francès, Dufournet.com. Totes aquelles persones doncs, que vulguin consultar i saber-ne més sobre doncs, aquesta malaltia i d'altres qüestions i contactar amb la doctora Florence Dufournet, doncs poden fer-ho a través d'aquesta pàgina web. Docteur, merci de nous avoir visités aujourd'hui. Merci à vous. Et à très bientôt. D'accord? Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.